Oui, bonjour. Je vais essayer de reprendre à ma manière les éléments qui me sont parus les plus significatifs des exposés passionnants. Alors effectivement, ces enfants sont relativement peu nombreux, mais leur situation est particulièrement difficile. Et ils posent à notre société des questions complexes auxquelles nous devons apporter des réponses exemplaires et compréhensibles pour eux, mais aussi pour tous nos concitoyens. Donc il est effectivement important de tenir compte de l'âge de l'enfant au départ, ou s'il est né sur place, mais aussi à son retour, de la situation familiale et de l'histoire familiale. Tenir compte aussi de la relation entre l'enfant et les parents, parce que l'enfant tient à ses parents même quand ils l'ont maltraité, mais il ne se rend pas toujours compte qu'il l'a été, ou il ne sait pas que ce n'est ni normal, ni habituel, ni légal. Les parents restent pour lui énigmatiques dans leur comportement, que ce soit avant, pendant ou après l'acte ou les actes commis. Il est important d'accompagner le questionnement de l'enfant et d'y répondre avec l'aide des proches. Il faut tenir compte aussi de la relation entre les parents et l'enfant, c'est-à-dire que voulait-il pour lui avant, pendant et après. Par exemple, en faire un combattant, un pur musulman, qu'il vienne simplement avec eux ou quel avenir il voulait pour lui. Par exemple, être un fidèle continuateur ou qu'il puisse choisir une autre voie que la leur. Alors les questions se posent dans le court terme du retour, mais aussi dans le long terme qui inclut le déroulement de toute une vie, avec la préoccupation de la traversée de l'adolescence en particulier et de devenir adulte. Et si l'on pense aux souffrances toujours actuelles pour certains, plus de 70 ans après la Seconde Guerre mondiale, des enfants qui sont nés d'un soldat allemand et d'une mère française, ça donne une idée de la complexité de la chose. Et donc, quelle sera l'attitude de l'enfant ? Sera-t-il honteux, fidèle héritier de ses parents, ou il les considérera comme des monstres ou leurs vengeurs ? Il voudra rompre tout lien avec eux ou les combattre, etc. Et il le fera dans quelles conditions ? C'est-à-dire assumant son histoire ou sa filiation, ou voulant les annuler, ou rompre tout, et d'une façon raisonnable ou excessive. Alors, il y a le film de Philippe Sands sur deux enfants des principaux responsables de la Shoah, Horst von Wechter et Niklas Frank, qui, à 70 ans actuellement, sont toujours dans deux positions opposées. L'un, le fidèle continuateur, mon père était quelqu'un de très bien, et l'autre, c'était un monstre. Je ne veux rien avoir à faire avec lui. Alors la question se posera aussi aux générations suivantes, je suppose, parce que, par exemple, le petit-fils, un des petits-fils du commandant d'Auschwitz est le seul de sa famille à se démarquer de la position des autres, considérant le grand-père comme un héros. Donc l'enfant a besoin de savoir qui étaient ses parents, vivants ou morts, ce qu'ils voulaient pour eux-mêmes, les raisons de leur engagement, leurs points d'appui, leurs références, les raisons aussi pour lesquelles ils l'ont fait venir avec eux ou naître en zone de combat. Et il interroge plus largement les raisons de sa naissance, c'est-à-dire est-ce qu'il est né pour leurs objectifs politiques, militaires, religieux, etc., ou simplement pour leurs désirs d'enfant. Et il interroge que voulait-il, ou éventuellement que veulent-ils, s'ils sont toujours vivants, pour lui, au présent et pour l'avenir. Alors, est-ce que ces parents peuvent être réduits à leur acte, à leur jugement, au jugement qu'ils ont reçu, ou étaient-ils et sont-ils encore bien plus complexes, bien plus riches ? La famille large pourrait répondre à ces questions, mais le risque est qu'ils défendent fanatiquement, pour certains, le parent et ses actes. L'enfant se demande aussi s'il l'aimait vraiment, si ses parents l'aimaient vraiment. Par exemple, leurs actes et la prison qui en découle ou leur mort, c'est-à-dire leur absence, témoignent-ils de leur égoïsme, c'est-à-dire ils l'abandonnent, ils ne tiennent pas compte de lui, ou de leur amour pour lui, c'est-à-dire fabriquer un avenir dans lequel il serait heureux. Alors une autre question importante, quel sens prend pour l'enfant le jugement reçu par les parents ? Et quand il n'y a pas eu de jugement, parce que le parent a été tué ou a disparu, c'est sur l'enfant en fait que risque de reposer la nécessité de porter un jugement sur son parent, ce qui est une responsabilité écrasante. Surtout quand il perçoit que l'opinion publique porte un jugement sur ses parents. Alors, quel sens le jugement a-t-il aussi pour la société ? C'est-à-dire, il est attentif à ça.
Est-ce que le jugement témoigne d'une vengeance, d'une préoccupation de la réinsertion future éventuelle, ou de la mise en extériorité des parents de la société, parce qu'ils sont trop monstrueux ou trop dangereux pour y avoir leur place? Ou est-ce que le jugement témoigne de la préoccupation de leur réinsertion? Alors, il importe ainsi que les jugements aient du sens pour tous les adolescents et jeunes adultes actuels qui sont tentés par le terrorisme ou qui pourraient l'être. Ils y seront ou ils y sont déjà attentifs, et ils le seront éventuellement plus tard, qu'ils en soient conscients ou non. Ils pourront peut-être en conclure que s'ils s'engageaient un jour dans la même voie, ils pourraient espérer se réinsérer dans la société, que ce ne sera pas toujours pour toujours une lutte à mort entre eux et la société, ce qui risquerait de renforcer leur haine contre cette société et de renforcer leur logique du tout ou rien. Par exemple, je n'ai plus rien à perdre, si je me rends, ce sera comme être mort. Le jugement sur les parents et l'attention positive portée aux enfants ouvrira par contre la voie à l'idée que je meure au combat ou que je sois condamné à une longue peine, mes enfants seront bien traités, la société ne se vengera pas sur eux, et je les retrouverai un jour où je resterai en contact avec eux, non pas comme un monstre, mais comme leur père ou leur mère. Parce que si la société rejetait hors d'elle les parents, même morts, l'enfant risquerait d'être séparé symboliquement d'eux, n'appartenant pas au même monde. Il importe donc que les jugements sur les parents, l'accompagnement et le traitement éventuel des enfants, ainsi que le regard sur eux et leurs parents, trouvent un juste équilibre entre l'exceptionnel et ce qui est plus commun dans la société et les individus. D'où l'importance de la qualité du regard, de l'élaboration théorique que tout le monde peut et doit construire sur ces situations. C'est le travail de tous et ça prendra du temps. La question des fratries semble aussi importante pour les enfants comme elle l'a été pour les parents, parce que les fratries peuvent faire bloc ou être dans le chacun pour soi, partager la même opinion ou s'opposer radicalement. Les fratries peuvent aider au dépassement du traumatisme ou le renforcer dans la honte, la détresse ou le fanatisme. Donc, comment les faire aller vers une solidarité positive? La question de la famille élargie, qui a pu jouer de même pour les parents un rôle facilitateur ou freinateur. Comment évaluer le rôle souvent ambigu des grands-parents ou des oncles dans la fanatisation des parents ou les conflits entre les deux lignées, quand il y en a deux, ou la diabolisation des parents par les grands-parents? Les grands-parents peuvent jouer un rôle négatif ou positif et être un point d'appui particulièrement précieux pour l'enfant pour l'enfant traumatisé, comme peuvent l'être pour lui d'autres adultes hors de la famille. Une autre question, est-il souhaitable de mettre en contact entre eux ces enfants pour qu'ils n'aient pas le sentiment d'être exceptionnels, d'être les seuls dans leur situation, qu'ils puissent échanger leurs expériences, leurs idées, au risque que les plus fragiles se fassent manipuler ou endoctriner par les plus forts, les plus fanatiques? Se pose aussi la question... Une minute, c'est bien. Se pose aussi la question des inévitables conflits d'objectifs, de temporalité, de critères, d'efficacité entre les diverses autorités concernées, les multiples intervenants, l'opinion publique, l'environnement social et, plus proche, les voisins, ce qui pose la question de l'insertion et de la réinsertion. Comment donc évaluer au fil du temps l'évolution de ces enfants et pas seulement du point de vue de leur dangerosité potentielle ou effective pour les autres? Alors la question de la durée, c'est aussi les modalités de cette durée, faire en sorte qu'on soit attentif au moment de déstabilisation, mais aussi à ne pas enfermer l'enfant dans leur spécificité. Voilà.